Salut Franck, merci Bonjour. beaucoup d'être ici. Alors pour introduire un peu l'interview, on vient de tourner ensemble un programme vidéo qui s'appelle Prévention Agression. On va peut-être en parler un peu dans l'interview, mais c'est pas vraiment le but de cette interview, c'est plutôt de faire connaissance. Alors je t'avoue que moi je suis pas du milieu des arts martiaux. J'ai dû faire 4 ans de judo quand j'étais tout gamin, j'ai fait 2 ans de jiu-jitsu, j'ai fait 1 an de boxe anglaise, mais à chaque fois que plusieurs années entrent, ça m'a toujours intéressé, mais voilà, c'est pas mon milieu. Et je te connaissais pas, c'est un ami qui m'a fait découvrir notamment ta chaîne YouTube. Je n'étais pas trop, mais je me suis dit ouais, tout ce qui est self-défense, j'étais pas très chaud et j'ai regardé une vidéo et j'ai adoré. Et en fait j'aime bien parce que c'est simple et efficace, c'est tout ce que j'aime. Et surtout c'est sain, intellectuellement derrière c'est sain. C'est pas dans la victimisation, c'est pas dans l'agressivité, c'est dans la logique. Il y a une situation A, peu importe qu'on l'aime ou pas, elle est là, il faut réagir. Voilà, qu'est-ce que je mets en place? Et ça, j'aime bien. Il n'y a pas de... On enlève un peu le côté émotionnel et on garde uniquement la logique. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ça. Et on s'est contacté et du coup, on vient de tourner cette formation. Alors, cette interview est plutôt destinée aux lecteurs d'Apprendre, Préparer, Survivre. Il y en a sûrement certains qui te connaissent très bien, d'autres qui ne te connaissent pas du tout. Je pense que le plus simple, c'est que tu commences par te présenter. D'accord. Donc, je suis Franck Ropers, j'ai bientôt 60 ans, j'ai 3 enfants, 3 filles. Je suis un ancien athlète de haut niveau. Donc, j'étais en athlétisme, j'étais à l'INSEP pour ceux qui connaissent, l'Institut national des sports, là où il y a tout. C'est l'usine à champions, comme on dit. Donc, je suis rentré très jeune. J'en suis ressorti aussi très jeune parce que j'ai une blessure assez grave qui fait qu'on m'a dit c'est terminé le sport de haut niveau. Donc, c'est compliqué parce qu'on y croit, on pense qu'on va aller aux Jeux Olympiques, surtout que la plupart de mes amis ont été aux Jeux Olympiques, et puis ça s'arrête. Donc, il ne reste plus grand-chose à part aller à l'école. Ça ne me faisait pas kiffer plus que ça. J'étais un élève correct, un bon élève, mais je n'étais pas dans les meilleurs. Et puis, bon, c'était pas ma tasse de thé, on va dire. Et j'ai voulu me reprendre en main. Quand on m'a dit le sport, ça va être très compliqué dans le futur, parce que j'étais bien atteint à la colonne vertébrale, grave blessure, je dis ça, c'est ce qu'on me dit. Et moi, j'ai toujours fait partie des gens qui, c'est pas parce qu'il dit que c'est vrai. Donc 6 mois après, j'ai fait de la kiné, j'ai été pris en charge par un bon kiné, et puis ça allait mieux. Et puis je me suis dit, si je retourne là où j'étais, quelque part, si ça s'est arrêté, c'est qu'il y avait une raison. Donc j'ai rebondi comment? J'ai cherché le sport où j'allais le plus m'épanouir, donc c'était les sports de combat. Pourquoi? Parce que ça fait appel à des fibres rapides, d'explosivité. Et moi, étant sprinter et sauteur, j'étais déjà explosif. Je suis composé de fibres rapides. Il y a des gens composés de fibres lentes, les marathoniens par exemple. Moi, j'étais plutôt fibres rapides. J'ai dit, ça va me convenir. Et puis, j'étais souple, assez souple. Donc, j'ai pris la boxe française, c'est du pied-point. Et là, j'ai bien performé. J'aimais bien le contact, j'aimais bien la vitesse, mais je n'étais pas celui qui cherchait le chaos. Je ne suis pas ce qu'on appelle quelqu'un qui est bagarreur d'origine. Si j'aime bagarrer, c'est parce que je suis obligé. Voilà. Donc j'ai vu que je n'étais pas un combattant né, je suis plutôt un technicien. Et puis après, j'ai basculé vers la boxe anglaise, donc avec les poings, la boxe thaïlandaise, donc je m'exprimais bien. Et puis, c'est marrant, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je pratique ce sport-là? Est-ce que c'est pour devenir champion? Non, alors je n'avais pas envie et je pense que je n'avais pas les capacités mentales et physiques. Je me suis dit, mais quelque part, c'est aussi pour apprendre à me défendre. Et là, je me suis dit, mais est-ce que vraiment c'est ce qu'il y a de plus opportun pour se défendre? Et puis, il y a toujours une raison, il y a toujours un déclic. On ne fait pas les choses par hasard. Un jour, je suis en camping, en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie exactement, et puis j'ai un de mes amis qui est dans un bar, il se fait agresser par 2 gars. J'étais jeune, j'avais environ 20 ans. Et 2 gars assez charpentés, des gros pêcheurs. Et il s'en sort pas, on vient me chercher. On me dit, il y a ton copain là, qui est un peu dans l'embarras. Et je suis rentré dans le bar, un bar de camping à l'ancienne, comme on dit. Et puis, je vais défendre mon copain. Donc là, c'est la bagarre. Et puis, j'étais étonné de mon manque d'efficacité. Parce qu'il y a des règles. Et là, je suis tombé sur... Moi, je faisais 80 kilos à l'époque, avec des mecs qui faisaient plus de 100 kilos, des gros bagarreurs. Et puis, plus âgés, des gars de 40 ans. Et j'ai eu du mal. Alors, le premier, ça a été... J'ai pu le mettre KO. Et le deuxième, ça a été compliqué parce qu'il était particulièrement fort et fou. Et j'ai dit, j'ai du mal. Et je m'en suis sorti relativement bien parce que j'avais une bonne condition physique et je l'ai épuisé. Il tapait beaucoup dans le vide. Donc moi, je bougeais beaucoup, j'étais jeune. Et puis à la fin, j'ai réussi à le toucher au foie, il est tombé. Mais c'est un coup de chance, le foie déjà. Et je me suis trouvé mauvais. J'ai pris des coups quand même. Je me suis trouvé mauvais. Je me suis dit, mince, je m'entraîne 2 heures par jour. Je suis incapable de mettre 2 mecs KO qui ne pratiquent pas
qui ne pratiquent pas les arts martiaux sport de combat. Il y a un problème. Je veux dire, quelqu'un qui pratique depuis 4, 5 ans ou 4 ans et puis qui n'est pas capable de mettre KO quelqu'un qui ne pratique pas, il y a un problème. Donc, je me suis dit, il faut que je révise la copie. Donc, j'ai mal vécu cette expérience. Et après, donc, je me suis rendu sur Paris pour reprendre mes études, ainsi de suite. Et je me suis dit, je vais chercher ce qu'il y a de plus efficace en self-défense pour pas que ça se reproduise. Alors, parce que moi, je voulais éviter, justement, j'avais mal vécu ça et je voulais me préparer, encore une fois. Et on va y venir à la préparation. Je me suis dit, le mieux, c'est de trouver ce qui se rapproche le plus de la situation réelle en bagarre. Donc, j'ai trouvé un professeur à l'époque qui était particulièrement bagarreur et qui pratiquait une discipline, un art martial qui s'appelle le Pencak Silat. Mais lui, il pratiquait vraiment le Pencak Silat hard. Ça veut dire celui qui était sans règles. On pouvait faire des rotations cervicales, frapper au génital, taper dans le... C'était dur. Et que des gens du milieu de la sécurité, beaucoup de gens de milieux populaires difficiles, c'est vraiment de la bagarre. Et moi, ça m'a plu. Et le truc, c'est quand je suis arrivé à mon premier cours, j'étais au service militaire à l'époque, et j'avais beaucoup de gardes parce que j'étais dans les fusils, en commando marine, et puis ils me donnaient pas mal de gardes, et où j'avais des 72 heures de libre et tout, et j'allais m'entraîner comme un dingue. Et premier cours, je prends une volée. Pourquoi je prends une volée ? Parce que moi, j'ai cru que ça allait être très codifié, et en fait, lui, il est passé là où je ne pensais pas. Donc, il a été vicieux, et je me suis fait toucher aux parties génitales, notamment. Et j'ai rien vu, parce que c'était un angle de vue pour lequel je ne travaillais pas. En boxe thaï, c'est essentiellement circulaire, les coups. Et puis, quelques frontaux pour pousser l'adversaire. Mais c'est essentiellement des frappes. Et lui, il a fait une frappe complètement droite, auquel mon regard, j'étais pas habitué. Et j'ai été touché, donc je l'ai encore mal pris. Je me suis dit, mais mince, ce mec, il m'aurait mis KO en 2 secondes, quoi. Et là, j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Et là, donc, je me suis lancé vraiment à fond, puisque dès que j'ai quitté l'armée, j'ai pratiqué 6 à 8 heures par jour. Donc 2 heures le matin très tôt, 2 heures à midi, 2 heures l'après-midi à 15 heures et 2 heures à 18 heures. Et après, je me suis dit, il faut que je teste. Ça, c'est bien, mais il faut que je teste. Et le meilleur moyen de tester, c'est ou de se battre dans la rue, ce qui est illégal, immoral, et ce que je déconseille, ou faire videur. Et là, c'est ton métier de temps en temps, de tester tes techniques. Et là, je suis tombé 10 ans dans le monde de la sécurité, dans le monde de la nuit. Alors, j'ai fait des boîtes difficiles. J'ai fait des endroits plus sympas, enfin, c'est varié. Et puis, là, j'en ai vu, j'en ai connu. Et j'ai dit, il y a ça qui passe pas. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Ce que je veux, c'est trouver le système qui me paraît le plus performant, mais pour lequel je ne vais pas passer des heures à m'entraîner, parce que j'avais d'autres ambitions dans ma vie que de finir videur, et surtout de m'entraîner 2-3 heures par jour à mettre des coups et prendre des coups. Et donc j'ai commencé à travailler tout l'aspect mental. Je me suis dit que j'avais quand même du mal à gérer mes émotions, gérer ma peur, gérer mon stress, et je me suis dit, mais mince, il y a plein de situations où je ne suis pas si bien dans ma tête. Et je me suis dit, si j'ai un corps fort, une bonne technique et un mental fort, ça devrait le faire. Donc c'est là que je me suis intéressé à tout ce qui est lié au développement personnel. Donc j'ai commencé par la sophrologie. Comme je n'avais pas de sous, j'ai fait croire que j'avais besoin de me faire traiter, que j'avais une souffrance psychologique, que j'étais claustrophobe. Et du coup, je me suis fait... on m'a donné le moyen d'être suivi par un sophrologue qui était psychologue. Et puis il s'est rendu compte quand même que je posais beaucoup de questions. Parce qu'en fait, je voulais, c'est apprendre, quoi. Puis à la fin, je lui ai dit, en fait, j'ai jamais été vraiment claustrophobe, mais je voulais apprendre. Et il m'a aimé. Il m'a dit, mais t'es incroyable, quand t'es tout jeune, pourquoi tu veux faire ça ? Je lui ai dit, parce que voilà, je veux comprendre comment je fonctionne, parce que mon idée, c'est de m'améliorer. Et il m'a dit, dans ces cas-là, il faut que tu prennes des cours de sophrologie. Donc il m'a indiqué, donc j'ai fait de la sophrologie, de l'auto-hypnose, après je suis passé à la PNL, programmation neurolinguistique, après j'ai travaillé sur l'auto-hypnose, hypnose, enfin tout ce qui était lié à la compréhension du fonctionnement du cerveau, notamment en stress. Et puis j'ai relié tout ça, j'ai relié mes connaissances en préparation physique, musculation pour me préparer au combat. J'ai rajouté de la technique que j'avais déjà, j'ai rajouté du mental, la notion de psyché, comment gérer le psyché. Après j'ai fait ma méthode et puis voilà comment je suis venu. En fait je suis passé des sports de combat que j'ai délaissés pratiquement aux arts martiaux que je continue à enseigner, mais vraiment ma voie maintenant c'est essayer de donner, parce que j'ai l'âge qui fait que maintenant je ne suis plus dans les prouesses, je suis plus dans le partage. Et j'ai un âge où j'ai envie de donner aux autres le plus d'outils sans qu'eux passent du temps à chercher. En fait, j'essaie de trouver des raccourcis, comme les raccourcis clavier, pour que ce soit efficace. Parce que je ne peux pas dire aux gens, pour vous être efficace en self-défense, il faut s'entraîner 1 heure 5 fois par semaine. La plupart des gens ne peuvent pas le faire. En fait, la self-défense, ce n'est pas un sport. Non. C'est quelque chose pour monsieur et madame tout le monde, en fait. C'est ça. Et tu dois appliquer les lois de Pareto. Tu n'es pas là pour te faire plaisir, tu es là pour chercher une efficacité. Voilà. Et j'ai vite compris aussi qu'un professionnel du combat ne peut pas se mettre à la place
forcément des gens pour qui je vais essayer de diffuser la self-défense. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur le système du tâtonnement. C'est que j'ai pris un panel de personnes de 16 à 80 ans et j'ai vu leur réaction face à mon apprentissage. Donc je me suis beaucoup trompé, énormément trompé, parce que j'ai cru que c'était facile pour certains, et non, ce qui me semblait facile ne l'était pas. Donc j'ai construit une méthode, j'ai mis 10 ans quand même pour la construire, hein, où j'ai tout remis à plat et j'ai dit voilà ce que quelqu'un peut faire en 1 heure, voilà ce que quelqu'un peut faire en 2 heures, 3 heures, 4 heures. J'ai croisé ça, j'ai fait les tableaux Excel, hein, et j'ai croisé avec des données. En fait, j'ai mis des facteurs, des colonnes en disant voilà, facteur condition physique, comment intervient, facteur mémorisation, facteur stress, combien de temps ça prend. Et j'ai construit une méthode qui maintenant a fait ses preuves, hein, depuis le temps. Et je me suis rendu compte que, vraiment la loi Pareto, hein, que 20% des stratégies techniques que je vais utiliser sont valables dans 80% des cas. Donc ce qui quand même balaye 8 cas sur 10, c'est pas mal. Et que des attaques, il y en a, j'ai vraiment listé les attaques les plus courantes. Pourquoi je vais entraîner les gens sur des attaques qui n'arriveront jamais? On n'est pas dans la martiale, on est dans l'efficacité, dans le rationnel. J'ai fait ça. Qu'est-ce que peut faire quelqu'un entre 20 et 60 qui n'a pas de bonne condition physique, homme, femme? Quel type de technique il peut reproduire sans trop de conditions physiques? Quels points vitaux sont accessibles dans la rue? Donc j'ai fait une synthèse de tout ça et il est sorti ma méthode que j'ai éprouvée. Comment ça sort intuitivement? C'est ça. Quand tu es dans une situation de stress, en agression ou quoi que ce soit, si tu dois faire une clé de bras, si tu dois venir me chercher par derrière, comme au jiu-jitsu par exemple, où tu as des enchaînements où il faut 4-5 gestes avant d'y arriver, ça ne fonctionne jamais dans la réalité. Et la méthode dont on parle dans la formation, c'est hyper basique. Mais c'est aussi basique qu'efficace, quoi. De toute façon, on voit, hein, ce qui est le plus facile, même sur un ring, c'est le plus efficace et le plus simple. Hein. La ligne droite, on sait que c'est plus rapide, elle pourrait chercher midi à 14h, comme on dit, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'attention, parce que moi j'ai été plus loin, et c'est là que j'ai commencé à me perfectionner, c'est qu'il y a plusieurs types de self-défense. C'est pour ça que les gens qui disent de manière générique c'est la self-défense, non, là, ce qu'on a fait ensemble, c'est une self-défense pour les civils, une self-défense pour monsieur tout le monde. Moi j'ai créé des self-défense pour la police municipale, pour la police nationale, pour le RAID, pour le GIGN, pour des groupes spécialisés. Ce n'est pas du tout le même cadre de référence. On n'a pas les mêmes besoins. Un policier, il va immobiliser. Lui, il ne peut pas frapper. Une dame qui est coincée à une heure pas possible, où malheureusement, elle sait que la seule issue, c'est passer à l'action, elle n'a pas à lui faire une clé de bras en appelant la police. Elle n'est pas là pour menotter. Donc, ce qui est intéressant, c'est répondre exactement aux besoins des gens. Pour moi, l'intelligence, c'est que dans tous les domaines, ce n'est pas qu'en self. C'est qu'il y a une problématique, on pose un diagnostic, on règle la problématique. Et on règle au mieux avec les possibilités de la personne, avec ce que l'on sait, on croise les deux, c'est l'empirisme. Parce que quelque part, la théorie, on peut se perdre. Parce que la théorie, elle est globale. C'est effectivement, il y a un coup de poing, il y a une réaction. Oui, mais c'est pas si simple. Alors moi, je l'ai croisé avec l'empirisme, ça fait quand même 40 ans que je fais ça. Hein. Je l'ai croisé, et puis maintenant, je me suis rendu compte que ce que je fais, ça correspond à ce que veulent les gens. Et donc, moi, j'ai les retours en plus. Et il faut savoir que ma self-défense, elle est ajustée tous les ans. C'est comme je fais des stages, un peu partout. Ouais, tu restes en contact. Tous les ans, j'ajuste en fonction, non pas de ce que je vois et de ce que je crois, mais ce que me disent les gens. Dernièrement, il y a une dame qui m'a dit peut-être qu'il faudrait introduire ceci. Je lui ai dit pourquoi? Ah ouais, j'ai testé. Je n'ai pas fait que l'écouter. Je l'ai testé, elle avait raison. Donc, j'ai modifié mes stratégies. Voilà. Il y a aussi savoir que la self-défense, elle évolue. Les types d'agressions ont beaucoup évolué. Donc, il faut prendre en compte tout ça. Voilà. Donc, elle est évolutive, elle est contextuelle, et ça, c'est mon job. Et je te pose la question uniquement pour l'interview. Est-ce qu'une femme, une frêle femme, je prends l'extrême, 50 ans, mauvaise condition physique, pas sûre d'elle, est-ce que la self-défense s'est adaptée à elle? Alors, adaptée à elle, déjà pour moi, c'est adapté à tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle aura plus de capacité que si elle n'a pas conscience et si elle ne s'entraîne pas. C'est évident. Maintenant, là, je vais vraiment argumenter sur le sujet. Moi, je pars du principe que tout le monde, à quelques exceptions près, peut se défendre. Simplement, cette dame de 50 ans, je vais lui apprendre des techniques qui sont adaptées. Mais comme je vais essentiellement travailler sur la prévention, 70-80, la prévention, c'est adapté à tout le monde. Et je dirais même que ça sera plus efficace sur quelqu'un qui a peur, qui n'est pas du tout là-dedans, quelqu'un qui n'a pas peur et qui croit qu'il sait tout parce qu'il fait les arts martiaux. Et je vois souvent des gens qui font les arts martiaux se mettre plus en danger et être moins efficaces que des gens qui ne pratiquent pas, qui ont 50 ans, qui sont dans un bureau et qui ne pratiquent pas les arts martiaux. Parce qu'elle, elle aura tout ça en tête. Donc elle va faire tout pour l'éviter. Et si elle ne peut pas, elle va agir. Maintenant, encore une fois, à cette dame de 50 ans, je vais lui donner 2-3 techniques, passe-partout, qui suffiront. Maintenant, le problème, pourquoi parfois les gens n'y croient pas, c'est qu'il y a des gens qui aiment tirer la couverture à eux. Alors c'est là que je voulais intervenir, et je le dis rarement ça, mais je vais le dire parce que j'ai envie.
C'est que souvent, par exemple, sur les réseaux sociaux, les gens disent « mais c'est n'importe quoi, une femme de 50 ans ne pourra jamais se battre dans une cage contre un champion d'MMA ». Mais c'est évident. Un homme de 60 ans ne pourra pas battre au 100 mètres le dernier champion olympique du 100 mètres. Mais c'est évident. Par contre, l'homme de 60 ans pourra peut-être courir plus vite que l'homme de 20 ans. Moi, j'ai 60 ans, je cours encore le 100 mètres en moins de 13 secondes sur le stade. Combien j'ai mis de gamins de 20 ans derrière? Alors j'ai 60 ans. Je suis effectivement peut-être une exception parce que je m'entraîne, mais ça veut dire que ça existe. Maintenant, il est évident que moi, je n'ai pas envie de me mettre à courir face à quelqu'un de 20 ans, ça n'a pas de sens. Donc, comparer un champion avec une femme de 50 ans ou même avec moi, ça n'a pas de sens puisqu'elle n'ira pas de se battre dans une cage. Elle, ce qu'elle veut, c'est se défendre. Donc, les gens comparent des choses qui ne sont pas comparables et c'est ça qui met le doute. Mais moi, je suis un professionnel, je connais très bien les limites humaines. Oui, une femme de 50 ans n'a aucune chance dans une cage. C'est évident. Par contre, une femme de 50 ans pourra mieux se sentir qu'un combattant d'MMA. Alors, je vais te dire pourquoi. Je vais te donner un exemple que je dis à chaque fois. Et je vois, les gens me disent « Ah bah ouais, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai ». On prend un champion d'MMA, donc de combat de cage, il faut le savoir, dans l'octogone pour ceux qui ne connaissent pas. Il fait 1m90, c'est un poids lourd, 115 kg, hyper affûté, un tueur. Tous les combats gagnés par KO. Et puis, il va dans une cité, très mal famée, et puis il se met sur un banc, il attend un pote à lui. Il est sur un banc, mais il a son portable, il est comme ça, il a ses écouteurs, parce que c'est long, il attend. Puis il y a deux gars qui arrivent derrière, ils passent derrière, ils y mettent une lame ici. Il n'y a plus de champion. Il n'y a plus de champion. En plus, il faut savoir qu'un combattant de MMA ne combat pas au couteau, donc il n'est pas habitué à l'arme blanche. Il ne se fait pas prendre par surprise. Voilà, il est pris par surprise, il n'est pas du tout connecté avec l'environnement parce qu'il est fort, il est gros, et il pense qu'il va faire peur à la terre entière. Cas numéro 1, donc on est d'accord, le champion, là, il n'y a plus de champion. Par contre, sur une cage, c'est un tueur. La petite jeune femme, toute frêle, de 30 ans, qui a peur, elle sait que c'est un quartier défavorisé, malheureusement, elle va chercher une amie à elle, et puis elle sait qu'il ne faut pas qu'elle reste trop longtemps, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer dans la cité, elle ne va pas se mettre sur un banc, elle va se coller à un mur, et elle va être comme ça, parce qu'elle a peur. Elle a éveillé, c'est le petit animal qui est dans la jungle et qui sait qu'à tout moment, un prédateur peut arriver. Donc, il faut qu'elle soit à l'affût, donc elle a peur. Donc, elle est constamment en connexion, elle a un niveau de vigilance élevé. Dès qu'elle va voir un truc qui est anormal, là, il n'y a plus de copine qui tient, elle va partir. Qui c'est qui a gagné? C'est la petite jeune femme de 30 ans, toute frêle, alors qu'elle aurait perdu dans une cage. Mais on s'en fout de la cage, on n'y est pas. Même de toute façon, voilà. Si elle se fait agresser, il n'y a aucun mec qui va venir avec un couteau directement le mettre sous la gorge. Il va se dire, ouais, c'est une gamine, c'est une femme, elle est faible, il n'y a aucun souci. Il va venir sans la vigilance, il va venir sans se mettre en garde, avec les bras ouverts, et c'est là où elle peut avoir une réaction explosive, qui n'est pas forcément puissante, mais où elle peut très bien se démerder. Et puis qui va vraiment perturber, parce qu'elle ne s'y attendra pas. Et encore une fois, je le dis, c'est vraiment le fait d'être ouvert, d'avoir une vision périphérique et d'avoir peur. En fait, je dis toujours que d'avoir peur, mais c'est ce qui sauve. Trop d'assurance. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui pratiquaient des arts martiaux depuis 3-4 ans, qui obtenaient la ceinture noire, qui me disaient « je suis ceinture noire ». Ou lui, il est ceinture noire. Il peut se battre contre 7 personnes. Parce qu'avant, on disait qu'une ceinture noire ne pouvait pas se battre en dessous de 7 personnes. Non, mais c'est de la folie. Déjà, oui, ça disait beaucoup, ça, chez les anciens. Il y a 20-30 ans, on disait beaucoup « Ah ben lui, ceinture noire, tu n'as pas le droit de te battre en dessous de 7 personnes. Donc 2 personnes t'attaquent, tu ne te bats pas. » Mais déjà, une personne, c'est compliqué. Ah, 7 personnes, c'est n'importe quoi. Parce qu'on pense que ceinture noire, c'est Superman, quoi. Non, ceinture noire, c'est un niveau technique. Tu m'avais raconté une anecdote quand tu étais videur et tu étais avec un karatéka. Tu peux la raconter, je pense qu'elle est assez parlante. Et ça... Ouais, on travaillait ensemble dans une boîte de nuit. Et puis, comme parfois, c'est parti en live. Et puis, lui, excellent karatéka, excellent compétiteur. Il a mis un mawashigiri, donc c'est un coup de pied circulaire au visage. Il était très, très fort en jambes. Et comme c'est un garçon qui travaillait au contrôle, c'était pas du karaté contact, c'était au contrôle, il est habitué à contrôler depuis des années. Et quand il a mis le coup de pied, il a contrôlé. Il a contrôlé, ça fait que le coup de pied, il est parti. Il a touché le gars, mais il a fait une touchette. Et il n'est pas tombé. Et voilà, et c'est pour ça qu'en boxe française, on a des combats assaut et des combats au KO. C'est pas les mêmes personnes. Assaut, c'est la technique, c'est à la touche, on n'appuie pas beaucoup. Et les autres, c'est combat, c'est pas les mêmes personnes. Tu as vraiment les combattants, les guerriers, tu as les autres qui sont techniciens. Et c'est comme ça, c'est la vie, parce que, à la base, c'est une attirance, c'est un état d'esprit. Voilà, il y a les techniciens, il y a les combattants, c'est comme ça. Et je crois qu'en fait, le problème, c'est qu'on oppose des choses qui ne sont pas comparables. Donc, on peut toujours en parler pendant 10 ans. Je pense que le but, en tout cas pour moi, en réalisant cette formation, c'est de faire gagner en sérénité les personnes qui vont suivre la formation. C'est pour, si jamais elles doutent d'elles-mêmes, leur faire prendre conscience en fait qu'elles ont des capacités
qui peuvent très bien s'en sortir, leur apprendre à mieux appréhender leur environnement et leur permettre d'être plus sereins au quotidien. Et en cas de problème, en cas de dernière extrémité, enfin on en parle longtemps pendant la formation, mais la prévention, ça prend une partie extrêmement énorme, elles sont capables de faire face. Les personnes que tu formes d'habitude, c'est quel type de profil? Il y a de tout. Il y a de tout. Ça part de gens qui ont peur de se faire agresser, des étudiants, des ouvriers, des cadres, des voyous. J'ai aussi des voyous. J'ai des pratiquants d'arts martiaux, des policiers, il y a de tout. Mais ce qui est rigolo, c'est que je vais donner une anecdote encore qui est intéressante. C'est un truc extrême et qui m'a marqué, qui m'a fait super plaisir, quoi. C'est que j'ai fait un stage sur le couteau, la dangerosité du couteau. Parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques au couteau il y a une période et on m'avait fait intervenir. C'est marrant parce que dès qu'il y a des attaques au couteau, il y a une prise de conscience. On veut des stages sur le couteau. C'est compliqué le couteau, c'est compliqué. La meilleure défense contre le couteau, c'est la fuite, bien évidemment. Et puis dans ce stage, il y avait des gens aguerris. Il y avait de tout, parce qu'on me connaît un peu dans le milieu, on voulait voir ce que je valais. Et quand j'ai dit, dès le début du stage, que plus je m'entraîne au couteau, plus j'ai peur du couteau, ils ont dit, il y a un problème. Parce que j'ai dit oui, parce que plus je prends conscience de la dangerosité du couteau. Mais ça ne veut pas dire que je ne progresse pas pour autant. Ça fait que ma prise de conscience est de plus en plus importante, mais ça ne veut pas dire que je suis moins bon. Je peux m'améliorer avec une prise de conscience qui est plus exercée. Et alors c'était rigolo, parce qu'à l'issue du stage, je fais toujours un petit échange avec les gens, voir si ça leur a plu, tout ça. Et puis il y a deux personnes complètement différentes. Il y a un policier qui me dit, tu sais que grâce à ton stage, je ne suis pas devenu meilleur, mais j'ai pris conscience que le couteau c'est dangereux, et que tout ce que j'avais en tête et que je voulais faire, j'allais me faire tuer. Ça fait toujours rire quand tu vois des mecs sur YouTube qui te font alors un couteau, tu fais un coup comme ça, tu viens prendre le bras, tu le retournes, tu lui mets en clé de bras. Moi, c'est ce que j'apprenais au Jiu-Jitsu. Bah voilà, et c'est ce qu'il m'a dit. J'avais des cours au couteau, il y avait 4-5 enchaînements pour le mettre par terre. Ouais. Ça m'a fait rigoler d'ailleurs. Un mec m'avait mis au sol, il me prenait comme ça, j'avais le couteau sur la main droite, j'ai jeté le couteau dans ma main gauche qui était libre, j'ai le planté dans le dos. Enfin, c'est juste pas réaliste. Et je pense qu'il y a trop de gens qui restent bloqués dans ce genre de choses. Et aussi, il y a des gens qui ont peur. Ce qu'ils disent, la self-défense, c'est pas pour moi, parce que quand je regarde la self-défense sur YouTube, ça a l'air hyper complexe, et puis moi, j'ai pas le temps de passer 3 ans à me former, et c'est complètement con. Et en fait, donc, ce garçon, je lui dis, par exemple, il me dit, moi, j'ai été entraîné sur les attaques qu'on appelle en pique à glace, comme ça, c'est l'attaque haute. Lui, il me dit, je fais les bras en croix, c'est ce qu'il faut surtout pas faire, sauf que dans tous les magazines, dans tous les guides de l'armée, commando, tous les guides, c'est fou, c'est resté. Ces digues sont restées ancestrales. C'est les mêmes depuis 1940. Ça n'a pas évolué. Parce que c'est un fonctionnement un peu comme le fonctionnariat, tout ça, où c'est comme ça, c'est dans des cases, on ne sort pas du cadre. Mais je lui dis, c'est dépassé ça. Tout le monde sait que le blocage en croix, c'est mort. S'il revient, il ramène, il coupe tout, quoi. Mais il me dit, moi, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Et puis en plus, il prend par en dessous. Bien sûr. Alors je lui dis, mais c'est super, je suis content. Au moins, tu sais que ça ne marche pas tes trucs. Donc peut-être maintenant que tu vas envisager les choses autrement. Et puis tu vas plus exposer tes mains. Alors il me dit, ouais. Et puis il y a une bonne dame qui me dit, c'est rigolo, alors lui c'était le professionnel, et puis lui, elle qui connaît rien, elle me dit, en fait maintenant je sais ce qui peut m'arriver, et je sais ce que je peux faire. Je me sens responsable. Maintenant, j'étais heureux, parce qu'elle n'est pas sortie championne du monde de maniement du couteau, elle sait. Et donc en fait je lui dis, alors vous avez retenu quoi ? C'est que la prévention, c'est l'idéal devant un couteau. Mais elle me dit, je me suis rendu compte que je peux faire des choses. Notamment, si j'ai une chaise, je peux garder un peu de distance. Et je leur ai appris des choses comme ça, comme on voit dans la formation d'ailleurs. Et je lui dis, oui, parce qu'il n'y a pas 50 milliards de choses à faire. Mais j'ai dit, la prise de conscience, c'est le mieux. Et un jour, pareil, j'avais fait une formation, la personne avait juste vu le préambule. Et au début du préambule, j'ai dit, la première technique de self-défense avant la fuite, c'est la prise de conscience que ça peut vous arriver. Et dès qu'on prend conscience que ça peut t'arriver, tu fais en sorte de préparer les choses pour que si ça t'arrive, tu sois armé. Et le but de ma formation, c'est ça. C'est la vraie prise de conscience. Et je pense que, vu ce qu'on a mis dans le contenu, on a vraiment tout balayé. On est parti de A à Z. C'est vraiment plus qu'une formation. C'est vraiment un guide de survie en self-défense. Tu as tous les outils. Après, c'est à toi, encore une fois, d'être conscient que ça peut être utile et de le diffuser s'il faut autour de soi. Parce qu'il faut en parler. Pour moi, la self-défense, c'est vraiment quelque chose qui devrait faire partie intégrante de l'enseignement. À l'école, on devrait donner des cours de self-défense. Parce que les gens disent, oui, mais si on fait voir la self-défense à des voyous, ils vont l'utiliser. Mais les voyous, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Et le voyou, il ne fait pas. Moi, je n'ai pas de voyous dans mes cours. Les grands voyous que j'ai, c'est ceux qui ont déjà été voyous, qui ne sont plus voyous. Mais ils n'ont pas besoin. Le voyou, lui, il prend n'importe quoi, il vous le met dans la tête. Il ne sait pas les techniciens. Il faut savoir que le violent, il ne prend pas la tête. Ils n'ont pas de technique, les violents. C'est n'importe quoi. Ils n'ont pas fait pour l'apprentissage.
Combien de fois on me dit ce que vous enseignez, c'est dangereux, ce que vous montrez sur YouTube, c'est dangereux. Je n'ai jamais eu de problème. Parce que le mec dangereux, il n'a pas besoin de moi. Hein. On me dit la même chose quand je parle de la défense Mais oui, personnelle. mais c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai, c'est faux. Ça, c'est pour se rassurer, pour pas essayer de le faire. Ouais. Je vais te poser une question, je fais exprès de poser la question débile. Je mets le disclaimer avant. Ouais, mais Franck, tout ce que tu apprends, c'est un truc de débile. Moi, j'ai pas peur, je fuis pas. Moi, j'ai un honneur, j'y vais, quoi. Ouais, bon, bah ça, c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes. Hein. Moi, combien de fois j'ai entendu dire moi, j'y vais, il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai dit bah, vas-y maintenant. Puis, ils n'y vont pas. Il y a un sacré décalage entre ce qu'on dit qu'on va faire et ce qu'on va faire. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais le passage à l'action, il y a les champions du clavier, hein, comme on dit. Moi, j'ai fait un test un jour sur YouTube, sur une vidéo de self, où je disais que moi, Franck Cropers, je me défendais pas face à un couteau. Et les mecs m'ont dit, t'es un mauvais, t'es un faible, t'es complètement nul. Ça sert à rien et tout, t'es pas un vrai champion, t'es pas... Bon, ok. Et puis, j'ai joué, j'ai pris une situation d'agression sur une dame, et puis j'ai dit, qu'est-ce que vous feriez ? 99% des gens seraient intervenus en héros. Tu mets la situation dans la réalité, il y a personne. Je peux difficilement croire que 99% des gens seraient capables d'aller défendre une dame qui se fait agresser par un couteau. Parce que c'est ça. Et alors moi, je suis un joueur, je suis un provocateur, mais bienveillant, toujours pour faire amener la réflexion. Moi, ce que j'aime, c'est amener les gens, les pousser dans les retranchements pour amener la réflexion, parce que je sais que dedans, il y a des suiveurs. Et il y a des gens que je peux quand même sauver. D'autres, ils sont bloqués, je ne peux rien y faire. Si je tends la main et qu'ils ne la prennent pas, ils vont se noyer. Hein. Et j'ai fait une compétition, ça n'a rien à voir, mais c'est hors contexte. J'ai fait une compétition de traction, barre fixe, tout classique, que les garçons font. Bon, moi, je suis titré, hein, je suis plusieurs fois champion de France. Et à un moment donné, j'ai dit, moi, je voudrais quand même chauffer avec des gens encore plus forts. Parce que je suis un joueur, je m'amuse encore à mon âge. Bien sûr, il n'y a pas d'ego là-dedans, il n'y a que de l'amusement. Et puis, j'ai deux messieurs de 70 ans qui ont fait la compétition, qui ont fait un score incroyable. Ouais, alors ça parlait beaucoup. J'ai dit, écoutez, il y a un prochain championnat de France, c'est gratuit, c'est en ligne, allez-y. Puisque je vois plein de gars qui me disent, je fais 50 tractions, 70 tractions et tout. Je vous attends. Je ne les ai jamais vus. J'ai fait une compétition qui s'appelle le push and pull. Push and pull, c'est une compétition où il y a tous les gros bras de France qui viennent se mesurer. C'est quoi ? C'est une compétition de traction et de pompe. Ok. Donc c'est tous les gars, il y a beaucoup de gars de cité, il y a beaucoup de costauds, beaucoup de gymnastes, beaucoup de militaires, il n'y a vraiment que des costauds. Donc il y avait 3 catégories. Il y avait juniors, seniors et les vétérans, comme moi, donc les vieux, les anciens. Et puis je me suis dit, bon, on va les attendre, les champions là, et on va voir. Bon, on les a pas vus, on a vu ceux qu'on voit tous les ans. C'est que les vrais champions, les mecs qu'on voit, tous ceux qu'on voit à travers les claviers, j'en ai fait 80, moi je vais venir, on les a pas vus. Donc j'ai rigolé parce que, en fait c'est ça, c'est qu'on se ment beaucoup, et l'honnêteté intellectuelle, ça se perd un peu. Moi j'ai fait quelques stages, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un stage de survie, mais j'ai fait un stage il y a 20 ans, où en fait on m'a emmené au col du Fréjus. Et puis, je suis parti donc, en Qigong. Et le but, c'était vivre en autarcie complète pendant une semaine. Moi, je mange énormément. Hein. Avec quoi comme matériel ? Il n'y a pas grand-chose, une tente. Ouais. On avait droit à une boîte de raviolis par jour et une demi-bouteille d'eau Okay. donc il contrôlait notre sac. Alors, c'était organisé un peu à l'arrache, hein, c'était pas quelque chose de sérieux. Le gars n'était pas du tout un gars de la survie. C'était un gars qui voulait voir ce qu'on avait dans le ventre. Et c'était étonnant, il y avait 5 combattants, il y avait une femme combattante, une femme normale, qui faisait beaucoup de randonnées. Puis moi, j'y étais. Et moi, j'y suis allé pour voir ce que je valais. Je ne suis pas un gars de la montagne. Je mange beaucoup, moi. Alors, une boîte de raviolis par jour, ça me faisait un peu peur. Moi, je fais 3-4 repas par jour. Hein. Et j'ai dit, bon, ben, on va y aller quand même. Bon. Ah, bah, ça a été compliqué parce que dès le 3-4e jour, quand j'ai commencé à manquer de calories, il me faisait faire des exercices physiques, bah, ça commençait à être dur. Et puis, à un moment donné, il y a eu une épreuve où il nous mettait dans la montagne. Enfin, ce qu'on peut appeler la montagne, c'était montagne. Hein. Et puis, il mettait un bandeau et il nous emmenait. Et moi, j'ai cru qu'il m'emmenait à 4 km de la tente où j'étais. Et puis, il enlève le bandeau. Maintenant, on retourne. Et en fait, j'étais à 200 mètres. Sauf que moi, j'avais l'impression qu'il m'a fait tourner en rond. Quoi. Et il m'a mis la nuit, pas de portable à cette époque, pas de lampe, rien. Et je me suis retrouvé le cul sur un rocher, la nuit, avec plein de bruit. Et là, j'ai eu la trouille.
Et j'ai dit merde. C'est un truc qui arrive souvent aux personnes qui passent la première nuit dans les bois. Tu as l'impression que c'est calme, mais ça bouge dans tous les sens. Ah oui. Tu as des bruits de feuilles dans tous les sens, tu as un petit cri, tu as un truc qui passe sous toi. Ouais, ça Alors j'avais un impressionne petit opinel souvent. sur moi, et puis j'étais comme un abruti, donc j'ai fait une nuit quand même. Hein. Il m'a vu vers 21h, 22h, je sais plus trop, 23h, puis le but c'est de se réveiller, enfin repartir. Quoi. Et puis quand je me suis réveillé, donc j'ai eu froid, le froid j'ai géré. J'ai bougé, en fait, voilà. J'ai eu peur, et le grand bonhomme, le costaud, ben, il a eu peur, parce que c'est des bruits que je ne connais pas, inconnus. Tu sais pas d'où ça vient? Inconnu, voilà. Et puis avec mon opinel, j'étais là, j'ai dit bon bah là. Et puis je me suis dit quand même, il m'a pas mis dans la merde, je vais pas me faire tuer, il n'y a pas d'ours, il n'y a pas tout ça, bon. Et puis quand je me suis rendu compte le lendemain que j'étais à 200 mètres, que je voyais ma tante, j'ai dit mais quel abruti. Je me suis fait une peur, j'ai l'impression d'être parti à 5 km. La tante, j'ai même pas le réflexe de chercher la tante. Je voyais pas bien, de toute façon, on ne voyait pas. Et puis le lendemain, bah combat. Et là, truc de fou, il dit vous allez combattre à poil. Truc de fou, quand tu es habitué à combattre en kimono ou en short et que tu es à poil, bah, c'est plus pareil. Eh ouais. Et ben blocage. Je me suis dit merde, je suis incapable. Et ben j'étais pas bien. Et ouais, c'est bizarre hein, de dire ça. Et il y en a qui géraient bien. Moi, j'ai moyennement géré. Et ça a été que ça, que des tests. Et ben je me suis rendu compte à l'issue de ce stage que ben, j'étais pas si fort que ça. Et à la fin, la personne qui avait fait, entre parenthèses, le plus de points, il avait fait une grille. C'était la jeune femme qui a jamais rien fait, qui a fait que de la marche. Elle a mieux résisté. On a fait un bain d'eau froide. Elle est restée plus longtemps. Enfin, toutes les épreuves, à part le combat, elle a été meilleure que nous. Ça veut dire que cette petite dame qui n'était pas entraînée, qui n'avait pas une condition physique de dingue, elle a été meilleure que moi. Et que d'autres qui étaient des combattants. Donc ça a été rigolo, parce qu'ils ont demandé les impressions. Les mecs n'ont pas voulu accepter qu'ils n'avaient pas pu gérer. Alors eux avaient géré tout ce qui était froid, ils avaient géré la bouffe, ils avaient bien géré, mais ils n'ont pas géré la fatigue, le fait de ne pas dormir, et ils n'ont pas accepté le fait aussi de ne pas être aussi fort qu'ils le pensaient. Mais ils l'ont très mal vécu. Il y en a même un, il est parti, il a dit « ouais, ça ne m'intéresse pas, ça ne sert à rien. » Voilà. Il n'a pas accepté ce qu'il est. Moi, j'ai accepté, parce que moi, j'y allais pour ça. Je voulais voir. Et en fait, le fait qu'une femme soit devant, qu'elle ne soit pas entraînée et qu'eux s'entraînent tout le temps, ils n'ont pas géré. Et en fait, c'était intéressant parce que moi, je me suis sorti vraiment grandi de ce stage et les autres, non. Parce que si tu n'acceptes pas ce que tu es, tes limites, tes carences, là où tu es bon, tu n'es pas bon, tu ne veux pas progresser. C'est le diagnostic. Où j'en suis, où je veux aller. Et le problème, c'est ça. Et donc, les gens, quand ils font de la self-défense, il faut qu'ils se disent qu'ils ne peuvent être que plus performants, ils ne peuvent être que meilleurs face à une situation que s'ils n'avaient rien. Et ne pas écouter ceux qui décrient parce qu'ils veulent tirer la couverture à eux, parce qu'ils veulent vendre leur truc. Et je suis désolé, tu ne peux pas vendre de la boxe taille à un monsieur de 70 ans qui a un problème de hanche. Ce n'est pas crédible. Par contre, tu peux lui apprendre la vigilance, tu peux lui apprendre la prévention, tu peux lui apprendre une technique s'il a une canne, tu peux lui apprendre des choses. Mais tu vas les adapter à ce monsieur. Voilà, il faut que ça ait du sens. Ok. Et tout ce qui est normalement, tout ce qui on va dire physique, ça s'apprend dans une salle. Moi, j'aime bien faire des formations vidéo parce que je pense que c'est le meilleur moyen de s'adresser au plus grand nombre et ça permet de faire découvrir des choses qu'on ne découvrirait jamais parce qu'on n'a pas le temps d'aller à la salle, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas son univers, parce que ça coûte plus cher qu'une formation vidéo, parce que bon, on se trouve beaucoup d'excuses. Et est-ce que tu penses sérieusement qu'on peut former des gens à travers une formation vidéo? 100%. Alors, 100% parce que je le fais et j'ai les résultats. Une anecdote, j'ai formé 2 professeurs de Pencak Silat totalement en ligne. Je ne les ai jamais vus. Sauf le jour du passage de grade, la ceinture noire. Ils étaient meilleurs que ceux que j'avais formés en présentiel. Pour la bonne et simple raison qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils pouvaient regarder la vidéo autant de fois qu'ils veulent. Et comme il n'y avait personne, ça demandait une détermination de dingue. Le seul problème, je vais être honnête, des problèmes des cours en ligne, c'est que si tu n'es pas déterminé, si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas y arriver. Moi, 80% des certifications que j'ai passées, je les ai passées en ligne. Et j'ai appris énormément. Maintenant, si je travaille sur cette formation que 1 heure tous les mois, ben, il ne se passe rien. Mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, si tu n'es pas déterminé, si tu n'es pas discipliné, si tu ne sais pas ce que tu veux exactement, si tu n'as pas un objectif vraiment… De toute façon, tu ne peux pas faire les choses à la place des gens. On livre des armes, des informations. Voilà. Ce sont des armes. Et ensuite, c'est à eux de s'entraîner, Voilà. et c'est à eux de se prendre en main. Mais ça, si, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai vu des gens qui ont appris la guitare en ligne. J'ai vu des gens qui sont appris à changer une batterie en ligne, une batterie de voiture. Moi-même, je vais regarder des tutos des fois quand je suis dans l'embarras sur un truc. Quelle est la différence? Je veux dire, les arts martiaux, c'est basé sur la répétition et c'est basé sur la connaissance. C'est ce qu'on appelle la pédagogie du modèle. La pédagogie du modèle, c'est quoi? C'est reproduire par rapport à un exemple. Autant espérer que le prof ait de qualité, parce que c'est l'exemple. Donc tu reproduis, c'est un copier-coller de ce que fait. Après, tu le personnalises quand tu as un niveau par rapport à toi. Mais il faut déjà avoir les bases.
C'est ce qu'on fait à l'école. Le professeur, il t'apprend l'alphabet, tu fais l'alphabet, tu recopies, puis après, tu écris un livre qui sera différent des autres. Tu as une façon de penser, d'écrire qui est différente. Mais la base, c'est l'alphabet. Donc tu reproduis, c'est de la reproduction, la vie. Ce n'est que de la reproduction. Donc moi, quand je vois un truc en ligne, je reproduis. Et puis effectivement, quand j'ai une grande maîtrise ou si je veux me perfectionner à un niveau extrême, je vais voir un mentor, un expert. Mais ça, c'est le haut de gamme. Maintenant, moi, je le dis, je le répète. C'est la loi de Pareto. Tu passes Bien sûr. 20% de ton temps à faire les 80%, 80%. Et puis ensuite, si tu veux te perfectionner, si tu veux monter au-dessus d'un niveau, bah là, forcément, Voilà. il faut… Mais moi, je dis actuellement, alors je vais être honnête, on va donner un exemple précis. On ne peut pas devenir champion du monde de boxe anglaise en ligne, parce qu'il faudra du contact. Mais je suis persuadé qu'on peut devenir un très grand guitariste, un très bon guitariste en ligne. Je suis persuadé qu'on peut devenir un grand dans la self-défense, sachant 10 grands, c'est être capable de se défendre en ligne. Par contre, je peux former en penchak silat quelqu'un en ligne, mais sans problème, c'est de la pédagogie du modèle. Par contre, s'il veut se préparer au combat, je parle combat ritualisé, ça ne sera pas possible parce qu'il faut de l'opposition. Donc il faudra soit qu'il puisse trouver quelqu'un pour travailler en ligne mais avec une opposition, sinon il devra aller en salle pour travailler comme dans un laboratoire. Mais je suis persuadé qu'à l'heure actuelle, on peut travailler plein de disciplines en travaillant en ligne parce que c'est super bien fait. Alors les gens n'y croyaient pas, mais les cours par correspondance, ça existait déjà, les anciens cours Le CNET, tout ça, ça existait. Ça a fait ses preuves. Mais c'est ce refus de sortir d'un mode de fonctionnement. C'est que les gens ont du mal, ça me fait penser les ventes en ligne, quoi. Les gens n'y croyaient pas, mais on voit que ça fonctionne. Les gens se sont adaptés avec la Covid-19. Les commerçants, ils ont trouvé un moyen de s'adapter. Bon, donc ça prouve qu'on peut tout faire. Je pense que c'est aussi une façon de se trouver les excuses. Bien sûr. Les gens sont extrêmement forts pour se trouver les excuses. Moi, j'ai des formations en ligne en musculation. Mais que je te fasse voir de prendre une paire d'haltères, de faire cet exercice, au contraire, en expliquant bien, tu ne bouges pas les coudes, tu es bien droit, tu inspires en descendant, tu expires en montant, que je te le fasse voir en présentiel ou que je te le montre en vidéo où tu peux le regarder 100 fois d'affilée, pas de souci. Et je dirais même qu'en ligne, tu peux même être peut-être plus performant. Parce que ton coach dans une salle de musculation, il dit, alors mademoiselle ou monsieur, vous allez faire ça pendant 3 fois 10. Mais une fois qu'il te l'a dit, il s'en va. Il va voir un autre élève, il n'a pas le temps. Toi, par contre, tu as ton professeur à domicile. Et tu peux avoir le meilleur professeur. Parce que voilà. Forcément, c'est mutualisé, donc c'est plus accessible. Voilà. Donc je pense que, comme tu l'as dit, c'est un moyen de se trouver des bonnes excuses. Et ça, on sait que le cerveau humain est plutôt porté vers les excuses et le fait de ne pas faire, parce qu'il est feignant, le cerveau humain. Donc il faut le stimuler. Et en fait, je dis toujours que le fait que, même si c'est une formation de self-défense, le fait de voir que ça fonctionne, que ça apporte beaucoup, ça va peut-être les amener à suivre d'autres formations parce qu'ils vont stimuler leur esprit et ils vont peut-être voir les choses différemment. Tiens, tu me fais une excellente transition. On s'est arrêté sur ton parcours quand tu étais videur. Tu as fait comme une sacrée carrière après ça, sacrément monté. Ouais. Tu pourras peut-être en parler un petit peu. Et un truc que j'adorais chez toi quand on a mangé ensemble il y a 2 jours, c'est que tu te formes tout le temps. Tu te formes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, c'est pas pour rien que mon projet s'appelle Apprendre, préparer, survivre. Et j'adore apprendre. C'est ce qui me motive. C'est aussi pour ça qu'on fait la formation. Clairement, je ne prétends pas être un expert en arts martiaux, pas un expert en self-défense, et j'ai appris énormément, et j'ai adoré ça. Et on peut considérer que tu as quand même eu une vie assez incroyable, tu as fait une belle réussite professionnelle, une très belle réussite, et là, tu pourrais être tranquille, être chez toi, tourner les pouces, regarder la télé, aller au café le dimanche, et pourtant tu te formes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, je suis très respectueux de ça. Est-ce que tu vas en parler, par exemple, de ce que tu fais actuellement? Comment tu vois ça? C'est quoi ta mentalité vis-à-vis de ça? Alors déjà, moi, j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime mes enfants. Et si j'arrête d'apprendre, si j'arrête de bouger, je meurs. Moi, je suis quelqu'un qui est comme une batterie, il faut qu'elle se charge. Et puis la nuit, elle se recharge et le lendemain, je suis chargé comme une mule. Et le matin, quand je me lève, mon rituel, c'est ma douche froide, ma cohérence cardiaque. Je prends mon café, j'amène ma petite au collège et de 9h à midi, je me forme. Tous les jours. Alors ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être de la médecine, ça peut être sur une thématique économique. Je m'intéresse à l'intelligence financière, je m'intéresse à tout parce que en fait, je pense sincèrement que c'est de l'énergie. Apprendre, comment je pourrais dire? Apprendre pour moi, c'est avancer dans la vie. Et moi, en plus, je suis dans un positionnement particulier. C'est que je ne peux pas dire aux gens d'apprendre
si moi je ne le fais pas. Et comme ça évolue beaucoup, il faut que je sois à la pointe de ce que je dis. D'ailleurs, je ne maîtrise pas tant de choses que ça. C'est toujours autour du corps humain, autour du cerveau, du physique. Je ne vais pas donner des cours de marketing, je ne vais pas donner des cours sur la cuisine. Je suis toujours autour de la même chose. Ce qui m'intéresse, en fait, on s'intéresse à faire performer une voiture, mais moi, je préfère performer qui je suis. Et moi, je veux faire performer mes enfants, faire performer les gens que j'ai autour de moi, mes élèves. Et l'exemple typique, c'est que je ne peux pas dire à un de mes professeurs passe tel diplôme si moi, je ne suis pas passé par là. Et dernièrement, là, je ne vais pas dire le nom parce que j'en parlerai un autre jour, je suis une formation qui est assez difficile où on m'a dit tu es le plus vieux de tous les temps, cette formation. Parce que c'est difficile physiquement, c'est difficile intellectuellement pour l'apprentissage. Je ne vais pas être vantard, mais j'ai passé la discipline, l'épreuve sportive brillamment. Je dis brillamment, j'ai eu une des meilleures notes. J'ai passé l'épreuve pédagogique, j'étais dans les meilleurs. Et là, je suis sur l'épreuve intellectuelle. Et en fait, ce n'est pas mon domaine, pas du tout. Mais je m'éclate parce que je suis un enfant, je suis un débutant. Et donc, je kiffe, quoi. Le matin, quand je me lève, je vais prendre mes cours. Mais c'est la vie. Et du coup, mes enfants me voient étudier. Papa me dit, t'étudies toujours. Je lui dis, mais tu peux pas dire, j'ai mon bac, maintenant c'est bon, j'ai mon bac, j'arrête. Ou j'ai ma maîtrise, j'arrête, ma licence, je ne sais quoi. Mon master, c'est pas possible. C'est pas possible. Je lui dis, non, tu vas mourir. Et le problème, c'est que maintenant, les gens se contentent de ce qu'ils ont. Et ils se forment pas, sauf que ça évolue. Donc, les autres, ils évoluent. Et eux, ils évoluent pas. Donc, à un moment donné, ils étouffent. Et bien sûr, et le problème, c'est que tous les gens que j'ai coachés, que j'ai rencontrés, qui performent, qui sont heureux et qui sont bien dans leur tête, qui sont compétents, c'est tous ceux qui étudient. Warren Buffett, elle lit 6 heures par jour. Steve Jobs lisait 3 heures par jour. La plupart des grands de ce monde qui s'éclatent dans ce qu'ils font et qui performent, au-delà de l'aspect financier, c'est que des gens qui lisent. C'est des gens qui lisent, qui se forment, et on le sait, quoi. Et si tu restes sur tes acquis, mais tu vas mourir. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu métro, boulot, dodo, et qui, en fait, ils finissent par déprimer. Et moi, j'ai dit ça à ma femme, et je le redis, un jour, si je me lève et que j'ai envie de rien, de me contenter de rester au lit, dans le canapé, à regarder les feux de l'amour ou je ne sais quoi, c'est fini. Si ça dure une journée, on va dire que c'est un coup de barre, ça ne m'est jamais arrivé. Mais même pas une journée, ouais. Mais si un jour, ça dure 15 jours, là, il faut que tu t'inquiètes, appelle le médecin. Là, je suis en pleine déprime, quoi. Et ce qui différencie celui qui aime la vie, celui qui avance, celui qui est plein d'énergie, quoi, qui est plein de vitalité, c'est quoi? C'est celui qui kiffe, qui veut apprendre comme un enfant. Pourquoi un enfant, c'est plein d'énergie? Parce que ça s'intéresse à tout. Il découvre. Et moi, je découvre la vie encore. Moi, j'apprends plein de choses comme un enfant. J'ai des domaines, je suis nul. Mais je dis, c'est génial, je vais pouvoir essayer ça. Et donc, tant que tu n'as pas cette énergie d'apprendre, et tant que tu l'as, ça va. Un jour où tu l'as plus, mais c'est foutu, quoi. Et le dépressif, ce qui différencie le dépressif de celui qui aime la vie, c'est qu'il a envie de rien, le dépressif. Il a envie de rien. Et il s'éteint. Donc ça va se voir sur le plan mental, sur le plan physique. C'est ça. Pourquoi je m'entraîne dur tous les jours? C'est parce que je suis heureux. Mon corps, je veux le sentir. Mon corps, je ne veux pas qu'en faire un moyen de locomotion. Donc moi, je suis crédible. Quand je dis aux gens, faites des abdos, je suis crédible. Quand je vais au championnat de France de traction et je leur dis, mais moi, je vais m'entraîner, je suis crédible. Et c'est pour ça que je touche des jeunes, je touche des anciens, je touche des gens qui ont des handicaps. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me fais mal à la tête? Tu as des mecs qui traversent la Manche sans bras, sans jambes. Mais qu'est-ce que tu me fais mal à la tête? Après, il me dit, oui, j'ai été opéré de ça. Mais je dis, moi, j'ai 2 coifs des rotateurs, j'ai ménis, j'ai tout eu. Je fais championnat de France de traction. Et moi, ce que je déteste, c'est un mot que je ne supporte pas, c'est impossible. Il ne faut jamais me dire, on me l'a dit des centaines de fois dans ma vie, tu ne pourras pas, c'est impossible. Avec ce que tu fais, c'est impossible. Vu ton âge, c'est impossible. Je déteste ce mot, je ne l'emploie jamais. Impossible, c'est ce que les gens disent pour se rassurer. Moi, j'ai vu plein de choses qu'on a dit c'était impossible il y a 10 ans qui sont possibles maintenant. Il y a des gens qui disent, toi, tu ne feras jamais rien de ta vie. Les mecs, ils sont tout en haut. En fait, c'est des jugements, c'est une façon de penser. Et impossible, ça n'existe pas. Donc voilà, quand je dis impossible, c'est quand on me dit, ce truc-là, ça va être difficile, tu vas avoir du mal à apprendre, peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Non, puis même tu essayes. Au pire, si tu échoues, tu as voilà. appris. C'est une expérience. Enfin, ouais, exactement. Ça peut toujours être utile. C'est rare les trucs que j'ai appris qui n'ont plus jamais servi à rien. Tout ce que à part à l'école. Mais ça, c'est effectivement, le système scolaire n'est pas du tout... te permet pas, c'est pour ça qu'il y a autant d'échecs, te permet pas de préparer la vie. C'est un autre sujet, mais ouais, c'est compliqué. Ok, écoute, ça me paraît très clair. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais évoquer, des points? Ouais, je voudrais dire des choses aux gens. Vas-y. Aux jeunes et aux gens qui... De toute façon, chez moi, on coupe rien. D'accord. Non, parce que ça dure 2 heures, ça dure 2 heures. Non, ça ne durera pas 2 heures. Je vais dire un truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder la formation, il y a beaucoup de gens qui te suivent, il y a beaucoup de gens qui me suivent, ou qui vont me suivre, ou qui vont te suivre.
Et je voudrais leur dire simplement que je peux en parler, moi je viens de rien. J'avais un physique plutôt chétif, j'étais tout le temps malade, je suis né en couveuse, enfin voilà, j'étais prématuré, donc j'étais pas prédisposé physiquement. Je suis un milieu très défavorisé, donc pas d'argent à la maison, que j'ai pas eu de connaissances sur l'intelligence financière. Mes parents n'avaient pas fait d'études, ils étaient en usine, j'avais pas d'argent, enfin j'avais pas les moyens d'aller dans une salle de sport. Et malgré ça, je m'en suis sorti. Et je m'en suis sorti pas parce que j'avais de la chance, c'est parce que j'ai bougé mes fesses, je me suis intéressé. Et quand on me dit de nos jours, c'est compliqué pour obtenir de l'information, c'est compliqué pour faire du sport, j'ai pas d'argent, c'est compliqué pour se nourrir correctement, c'est compliqué pour prendre sa santé en main. Ça me fait marrer parce que moi, pour étudier, j'allais à la bibliothèque municipale parce que je payais pas les livres. J'ai bouffé tous les livres de la bibliothèque. Je les ai tous mangés un par un. Parce que j'ai dit, je vais apprendre. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Moi, je parle de ça il y a plus de 40 ans. J'avais 15 ans. Au lieu d'aller fumer des joints, au lieu d'aller boire, faire des bêtises, j'allais à la bibliothèque pour étudier. Le sport, je n'avais pas les moyens dans un club. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'allais sur un stade. Et il y a toujours 2 pistes sur un stade. Il y a la piste des champions et il y a la piste des paumés comme j'étais à l'époque. Et qu'est-ce que je faisais ? Du mentoring. Je regardais comment faisait le champion et je reproduisais en face de lui. Mais qu'est-ce qui se passe très rapidement ? C'est que l'entraîneur, il voit un mec habillé comme un clochard qui a 15 ans, qui est en train de s'entraîner, ou j'avais 13 ans à l'époque, j'étais plus jeune. Mais il dit, qu'est-ce que tu fais là, gamin ? Je lui dis, je m'entraîne. Puisque lui, il est champion. Si je fais comme lui, je vais être champion. Puisque je copie ses techniques. Pourquoi tu ne vas pas dans un club ? J'ai pas d'argent. Automatiquement, le gars, s'il voit que tu as un potentiel et que tu as la rage, il va dire, mais celui-là, je ne peux pas le laisser comme ça. Moi, je le fais avec des gamins. Combien de fois je le vois, je dis, t'as pas d'argent, viens à la salle. Et c'est souvent celui-là que tu vas sortir comme champion. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait ? Il te dit, mais tu voudrais essayer vraiment avec des pointes, avec les autres ? C'est ce que j'ai fait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a payé mon club. Après, tu es repéré. Tu deviens champion. Tu rentres à l'INSEP. Après, tu sors d'INSEP. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux faire une formation ? Tu n'as pas de sous. Tu as vu, j'ai triché. J'ai pris des cours de sophrologie. Et on pourrait très bien dire, ouais, mais tu as juste eu de la chance, toi. Non, en fait, tu as saisi ta chance. Tout le temps. C'est une notion qui est très subtil, mais qui change absolument tout. Il faut être audacieux, il ne faut pas avoir peur. Tu te plantes, c'est une expérience. Pareil, on m'a dit, ce poste-là, oh là là, si tu prends ça, tu ne te rends pas compte les responsabilités, puis tu n'as pas les diplômes, tu ne vas pas y arriver. Moi, on m'a posé une question, c'est un monsieur que je respecte. J'étais à la mairie de Paris, un jour, on m'a dit un truc, ça m'a marqué parce que j'ai dit tout ce que j'ai appris gamin, je le reproduis à 35-40 ans. Moi, ma femme, on était ensemble au travail, c'est connu au travail, et puis un jour, on me propose un poste, un truc de fou. J'avais un grade vraiment en bas. D'accord ? Et on me propose 2 grades au-dessus. C'est pas 1, 2. J'avais pas les diplômes, je passais pas de concours et j'avais aucune reconnaissance pour ce grade. Et la personne, donc, elle tient pas le grade. Elle tient pas le grade, c'était trop difficile, trop de pression. Moi, la pression, j'ai toujours su gérer. Le monsieur m'appelle, très très grand à la direction, qui vient me voir, il me dit qui veut prendre, on était 4-5, qui veut prendre la place ? Je dis moi. Il me dit ah bon ? Moi, il ne me connaissait pas, j'étais tout en bas. Il y avait bien au-dessus de moi. Les mecs, ils ont réfléchi 10 ans avant de répondre. Je dis, moi, j'y suis. Et il me dit, OK, vous venez voir dans mon bureau. Et le gars, il me dit, donc qui est devenu quelqu'un à qui je côtoyais après, il me dit, écoutez, vous savez que c'est un poste important, vous savez que l'autre, il n'a pas réussi à tenir, pourquoi vous allez tenir ? Parce que je suis Franck Repers, je suis différent. Je lui dis, et moi, j'ai aucun doute. Il dit, vous ne doutez pas. Par contre, il dit, moi, j'ai un principe, je laisse les gens réfléchir. Je lui donne 10 jours à réfléchir. J'ai donné mon stylo. Je lui dis, ça va être 10 secondes. J'ai signé. Il me dit, vous signez comme ça ? Je lui dis, je sais ce que je veux. Si je vous dis que je vous fais du mal, je vous fais du mal tout de suite. Si je vous dis que je vais faire ça, je le fais. Je sais très bien où je vais. Et donc, j'ai rendu le truc, j'ai pris le poste, j'ai obtenu mon grade. Et du coup, on a dit, où il est fou ce gars-là, où il sait ce qu'il veut. Et je suis monté comme ça. Et on a dit de ce gars-là, il n'est pas bon. On n'a jamais dit que j'étais bon. On a toujours dit que je suis là à ma place. On n'a jamais dit que j'étais doué. Mais on m'a dit, le mec, il avance. Il fait son truc. Je pense au début, t'en as chié, mais comme pas possible. Bien sûr. Et puis au bout d'un moment, t'en chies. Bien Au sûr. bout d'un moment, t'en chies moins. Au bout d'un moment, ça va. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, en fait, ça va, c'est tranquille. Et tu te dis, mais il y a 2 ans, si on m'avait mis à ce niveau-là, j'aurais explosé. Et là, ça me paraît la normalité. Ça m'arrive dans le milieu professionnel. À chaque fois, je monte un peu plus haut. J'en ai chié les premiers 6 mois, les premiers 1 an, le stress. Et au bout d'un an, tu te dis, ah ouais, en fait, ça va. Bah oui. Et le problème, en fait, c'est qu'on ne donne pas confiance à l'école aux enfants. On ne les laisse pas sortir un peu du cadre. Si tu n'as pas une bonne note en maths, tu n'as pas une note en français, tu es un mauvais. Si tu n'as pas si tu es un mauvais. En fait, on les casse, quoi. Alors qu'il y a des enfants qui ne sont pas faits pour le système scolaire. Il y a des enfants qui sont créatifs, il y a des enfants qui sont rêveurs et ils font un boulot qui leur conviendrait, les artistes. Il y a tout. Et en fait, seul truc que je sais, c'est qu'il y a des piliers. Il faut croire en soi. Il faut savoir ce qu'on veut.
Il ne faut pas douter. Et quand tu fais quelque chose, le fais à fond, fais-le à fond et discipliné. Et après, le plus important, bouger tes grosses fesses et aller te renseigner, aller voir les meilleurs. J'ai toujours été voir les meilleurs. Quand j'ai pris 10 cours de yoga, j'ai dit qui c'est le meilleur à Paris. Je paye, je veux le meilleur parce que je veux aller plus vite, je n'ai pas envie de perdre du temps. Je veux prendre des cours, quand je cherche des collaborateurs. Je m'en fous de ces diplômes, je m'en fous de tout ça. Je veux que tu me fasses performer, je veux le meilleur. Prouve-moi que tu es le meilleur. Je lui dis, tu as 10 jours pour me montrer que tu es le meilleur. Si c'est le meilleur, je m'en fous de son CV, moi. Moi, je veux du résultat et puis je veux apprendre. Et en fait, c'est ça, il ne faut pas avoir peur de dire, c'est pas être prétentieux de dire je veux le meilleur. C'est pas être prétentieux de dire j'ai pas peur. Si tu n'as pas peur, tu n'as pas peur. Moi, on me dit demain, tu dois aller à l'Élysée, mais je suis sincère, hein, tu dois avoir un poste ministériel où ils ont tous bac plus 80 et c'est tous des énarques. Mais moi, j'y vais, hein, parce que je vais apprendre. Je vais être entouré de gens brillants. Je vais être dans un milieu que je ne connais pas. Je vais être bousculé, je ne connais pas les codes, mais je vais apprendre. Mais je vais sortir tellement grandi. Je vais me prendre des bananes. Mais je vais m'adapter. Je vais y arriver avec mes capacités. En sachant que je ne suis pas diplômé comme eux, que je n'ai pas sûrement leur niveau intellectuel. Mais s'ils m'ont appelé, c'est que je peux apporter quelque chose. Donc je vais faire ce que je peux. Puis c'est quoi le pire qui puisse t'arriver? Tu peux échouer. Revenir à ma place. Voilà, même pas échouer, gagner d'expérience. C'est pas forcément vrai d'échouer. Hein, non, au contraire. Donc moi, j'ai pas ce problème. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas de blocage. On me le reproche souvent. Parce qu'on me dit, j'aimerais bien que tu aies un peu plus de blocage. Mais j'en ai pas. J'en ai plus à mon âge. Parce que j'en ai eu gamin. Moi, j'avais peur de tout, gamin. J'étais timide, j'avais peur de me présenter. Mes parents étaient timides. Et je me suis rendu compte que c'est l'enfer. Parce que tu vis pas. Tu existes physiquement, mais tu ne vis pas. Donc voilà, de dire aux gamins, aux gens même qui ont 40, 50 ans, qui ont peur de changer de boulot parce qu'ils ont encore 15 ans à faire et c'est l'enfer pour eux, ils regardent la montre toutes les 5 minutes. Il y a plein de moyens, il y a des diffs, il y a des moyens de se faire prendre en charge par Pôle emploi, il y a des moyens d'utiliser des heures qu'on cumule. Il y a plein de moyens maintenant, mais il faut être un peu courageux et se dire que putain, mais tu vis qu'une fois, quoi. Et tu vas pas dire, comme beaucoup disent, à 75, 80 ans dans le lit, si j'avais su. Moi, je ne veux jamais me dire dans mon lit, à mes dernières heures de vie, si j'avais su. Non, j'ai bien mangé la vie, je me suis bien éclaté, je ne veux pas regretter, quoi. Voilà. Ça fait plaisir, c'est hyper motivant. Tiens, je vais la jouer à la Thinkerview pour conclure l'interview. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est une excellente chaîne d'information, je te recommande si D'accord, non. un jour, très en train, ils font des super podcasts. Ouais. Si tu avais 3 livres, tu parlais des livres tout à l'heure dans l'importance de lire, et on a perdu cette importance de lire. On peut compenser par des podcasts, mais c'est quand même hyper important. Si tu as 3 livres à recommander aux personnes qui nous suivent, ce serait quoi? Alors, déjà Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, Père riche, Père pauvre, Kiyosaki. Et puis, le troisième, une bibliographie peut-être. J'ai bien aimé le livre, alors le titre, je ne sais plus, sur Schwarzenegger. C'est très intéressant. Le livre, il a écrit sur sa vie et c'est intéressant non pas pour l'aspect bodybuilding, pas du tout. Il explique comment, dès son plus jeune âge, bien qu'il ait un père un peu strict, un peu violent, qui ne croit pas en lui et qu'il n'a pas de prédisposition, et qui dit déjà qu'avec le bodybuilding, il va devenir le plus grand bodybuilder et qu'avec ça, avec un physique comme ça, il pourra peut-être faire des films à Hollywood. Et quand il est à Hollywood, ça ne lui suffit pas. Et que le mec, il fait de la politique, et il sait très bien ce qu'il fait. Waouh. Le mec, à chaque fois, en fait, il fait des choses, il sait très bien comme aux échecs. Quand il avance d'un pion, il sait où il va. Formidable. Le mec, quand on lui dit aux États-Unis pour jouer à Hollywood, ok, t'es bodybuilder, mais avec ton physique, tu pourras jouer dans aucun film parce qu'on veut des physiques lambda, toi, t'es trop gros. Puis il sait pas parler anglais, hein. C'est une catastrophe. Il parlait autrichien, c'était une catastrophe, l'autrichien. Son accent plaisait pas. Il était nul comme acteur, nul. Ils lui ont dit, t'as aucun talent, il n'a pas fait d'école. Et le mec, même pas mal, il me dit, pas grave, je continue. On a vu la carrière. Dans la politique, on lui a dit, mais t'es autrichien à la base, tu peux pas représenter aux États-Unis, c'est quand même particulier comme mentalité. Il a dit, ah bon, même pas mal. Il doute jamais, le mec, il doute pas. Et en fait, c'est ça. Et puis, c'est un mec qui n'a pas peur. Dans le bodybuilding, on voit comment il domine psychologiquement les autres. On voit comment il domine. Avec Lou Ferrigno, moi, je connais tout par cœur. Hein, son niveau, parce que je m'intéressais à la musculation à l'époque. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est pas la musculation. C'est que le mec, en fait, il avait un cheminement qui était tout tracé. Tout était calculé. Quand il a été voir Joe Weider aux États-Unis, le mec, il part d'Autriche. Il va voir le meilleur organisateur en bodybuilding. L'autre, il l'a saoulé. Il a saoulé Joe Weider. Il lui dit, ouais, moi, je vais apprendre ça. Il parlait mal anglais, en plus, et tout. L'autre, il lui a dit, il faut faire ça, ça, ça. Il a dit, pas de problème. Et après, il lui a dit, ouais, mais le concours, c'est difficile. Pas de problème. Chaque répétition,
Je me dis, ça va m'emmener plus haut. Pendant que les autres, ils dorment, moi, je m'entraîne. Et c'est ça, il a fait une école de commerce. Enfin, le mec, il a investi dans l'immobilier. Il s'est dit, mais il n'y a pas que le bodybuilding. Enfin, voilà, cette capacité pour un mec qui vient de rien. J'ai lu des trucs sur Sylvester Stallone. On l'aime pas, sur Van Damme. Moi, je connais bien l'histoire de Van Damme, puisque son garde du corps, c'est un ami à moi. Mais il a une histoire, mais on raconte ce qu'on veut. Peut-être qu'effectivement, il s'exprime en particulier. Mais il a une intelligence de vie, je suis désolé, qui est hors norme, qu'on l'aime pas. Sylvester Stallone, quand on voit son histoire, elle est particulière. Il y a des gens qui ont fait, puis il y a d'autres gens qui sont dans l'anonymat, qui ont fait choses rien. Mais moi, les livres, en fait, j'en ai tellement lu que je ne peux pas dire. Mais les deux, celui qui m'a marqué, c'est Père riche, Père pauvre. Il m'a marqué parce que ça te fait réfléchir quand même. Hein. Et puis Tim Ferriss, c'est la loi Pareto. Donc Tim Ferriss, à la semaine de 4 heures, c'était intéressant. Il a fait aussi un livre sur la musculation. Changer un corps en 4 heures par mois, ouais, alors que c'est purement ce que je fais, série unique, prendre les meilleurs exercices, travailler sur le système métabolique, système hormonal. Mais alors qu'est-ce qu'il a fait, Tim Ferriss? Pareil, pourquoi j'ai aimé Tim Ferriss? Parce que Tim Ferriss, il sait rien faire. Mais lui, il s'est pas fait chier, il est riche. Il a pris le meilleur dans chaque discipline. Il dit, comment tu vas faire de moi un bon en un mois? Là, c'est du pur Pareto. Hein. Ben, il lui a dit, tu fais ça, ça, ça. Le reste, c'est les détails. Donc il l'a fait pour la cuisine, il l'a fait pour le business, il l'a fait pour la musculation. Et moi, j'ai fait lire le programme à un gars de musculation d'un très haut niveau. Il m'a dit, mais ça, c'est pas applicable à moi. Ben, j'ai dit, non, t'es champion de bodybuilding, ils s'en foutent, toi. Lui, il parle de monsieur, madame, tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait, nous, avec la formation. C'est que je m'adresse en self-défense à monsieur, madame, tout le monde. Pas au champion de cage, on s'en moque, il n'a pas besoin de moi, lui. Et en fait, c'est ça. Et lui, Tim Ferriss, c'est très fort. Il te dit que la douche froide, ça fait ça. Mais ça reste à des gens lambda. Et donc, c'est intéressant parce que quand tu croises tous ces gens-là, ils ne pensent pas comme tout le monde. Et c'est ce qui fait que ça m'intéresse. C'est que les gens qui pensent comme tout le monde ont les résultats de tout le monde. Moi, les résultats de tout le monde ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats que je n'ai pas, moi. Et si je vais le voir, c'est parce qu'il est différent. Et donc, c'est ça. Donc, vraiment, les gens qui font comme tout le monde, moi, ça m'a toujours saoulé. Voilà. C'est plaisir. Merci beaucoup pour l'interview. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Et je pense que la prochaine étape, ça va être la formation. Ok. Merci beaucoup, Franck. Et puis, je te dis à bientôt. Ok, merci à toi.